Bonsoir à tous. Bienvenue au Sanctuaire de la Culture. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous l'écrivain Gabriel Osson et nous parlerons de son dernier livre, Les Voix du chemin, publié aux éditions Terre d'accueil au Canada. Bonjour Gabriel, comment Bonjour, vas-tu? ça va bien, merci. Et vous? Je me porte bien. Et avant de continuer, j'aimerais qu'on choisisse le tutoiement ou le vouvoiement. Oh, bah, tu peux me tutoyer, on peut se tutoyer, c'est sûr. OK, je pense qu'on a déjà un peu commencé, on est un peu embrouillé dans ça. Alors, merci beaucoup, Gabriel, d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Qui es-tu? D'où viens-tu? Oh là là, c'est toujours la grosse question que je ne sais jamais par quoi commencer puis où arrêter. Alors, Oui. moi, je suis originaire d'Haïti. J'ai grandi à Montréal, où j'ai vécu jusqu'en 1986. Oui. De là, j'ai été transféré pour le travail à Toronto, en Ontario, toujours au Canada. Et j'y suis depuis ce temps-là. Alors voilà, je suis d'une famille métisse. Mes parents ou ma parenté est d'origine franco-haïtienne et on est une famille de 7 enfants. Euh, mais la majorité aujourd'hui réside, ceux qui sont encore en vie, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont décédés maintenant, réside aux États-Unis. Je suis le seul Canadien de la famille. Ah, d'accord. Voilà. Et qu'est-ce que je dirais d'autre? Donc, j'ai fait ma carrière dans l'administration en grosse partie. La formation du personnel aussi quelque peu. Mais j'ai bourlingué dans plusieurs domaines. Je suis quand même polyvalent au niveau de l'industrie dans ce sens-là. J'ai eu pendant quelques années une firme de consultation en développement organisationnel. Donc, je fais beaucoup de formations, au fait, autant du côté technique que du côté de comportement. J'ai aidé beaucoup d'entreprises, au fait, ici, là, comme consultant au cours des années. Puis j'ai travaillé aussi pour un collège ici, le Collège Boréal, en 5 ans. Et les 10 dernières années, j'étais au ministère de l'Éducation. Donc, j'ai terminé ma carrière là au ministère de l'Éducation. J'ai pris ma retraite il y a de cela 3 ans déjà. D'accord. Donc, on va dire multidisciplinaire. Multidisciplinaire, tout à fait. Oui, et à cela s'ajoute la peinture, l'écriture, la musique. Et j'en profite pour te féliciter déjà pour le recueil qui sort prochainement chez Terre d'accueil Oui, et pour le CD. oui. Alors, je dirais, au vu de tout cela, je dirais que non seulement tu es quelqu'un de très immergé dans l'administration, dans l'éducation, dans la formation, mais que tu es aussi un artiste plein, un artiste complet. Oui. Et est-ce que tu as d'autres talents que l'on ne connaît pas et que tu aimerais nous partager? Et une chose que j'ai toujours fait depuis que je suis jeune, quand j'ai acheté ma première maison, c'est que je suis un décorateur, mais aussi je suis comment tu appelles ça là? Je visionne facilement quand je rentre dans une maison, qu'est-ce qu'il faut changer. Mais je suis très manuel, donc je démolis toujours un mur, je construis un autre dans ce sens-là. Donc, je suis passionné d'architecture, aussi de jardin. Donc, je suis un bon jardineur et jardinier. Et aussi, je suis intéressé à un domaine qu'on appelle la permaculture. Donc, ça, c'est une autre façon de voir les choses. Donc, je donne aussi des ateliers de permaculture, entre autres. Et je suis un très bon cuisinier. Donc, à la maison, c'est moi le chef. Donc, je fais toujours à manger. Euh, et depuis 2 ans, j'ai obtenu un diplôme de designer d'intérieur.
Oui. Donc, ça, c'est mon dernier dada, mais je fais ça beaucoup plus pour moi et des amis, mais je me lance pas nécessairement dans ce domaine-là en termes de partir une entreprise. Je trouve que j'en ai assez de choses à faire. Félicitations. Design intérieur, c'est une passion de Suzanne aussi. Ah oui? Ah, Ah, oui, oui, ah, oui, beaucoup, beaucoup. Je pense que vous aurez le temps d'en parler, mais oui, c'est oui. vraiment, je dirais, l'une de ses premières passions même. Ah, ok. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, une autre question. Depuis quand écris-tu? Parce que je posais la question à Suzanne l'autre jour. J'ai dit, Gabriel, il a déjà écrit combien de livres? Elle m'a dit. Et puis, je suis allée sur Internet, sur Wikipédia. J'ai vu que tu as participé pour la première fois à un collectif en 2001, je crois. Mais Oui, ton premier livre personnel est sorti plus loin, plus tard. oui. Mais Alors, en fait, depuis quand? Voilà. ouais, c'était avant ça, parce que mon premier recueil, c'était plutôt un recueil que j'ai auto-publié, c'était en 1995. Oui. Donc, j'écris depuis que je sais écrire, je pense. J'ai toujours gribouillé quelque chose. Quand j'étais, je me souviens, à l'école, au début du secondaire, j'avais déjà eu des cahiers de poésie. Moi, quand j'étais jeune, quand il y a d'autres jeunes qui passaient leur temps à tenir des journaux, etc., ben moi, j'écrivais des poèmes parce que c'est comme ça que j'exprimais mes sentiments, c'est comme ça que j'exprimais mes passions, ce que je voyais autour de moi, etc., mes états d'âme surtout. Un de mes copains savait que j'écrivais, puis sa sœur était l'éditrice d'un petit journal d'école. Oui. Et là, il voulait que je lui prête mon cahier. J'ai dit, oh non, non, il n'y a personne qui va lire mes affaires, etc. Mais elle a été assez persuasive que je lui ai prêté ça. Puis elle a fait une espèce d'entrevue avec moi. Je devrais avoir 13 ans, 14 ans, je pense. Peut-être un peu moins que ça même. Donc, elle avait publié ça dans le journal de l'école. Et j'étais devenu une vedette parce que toutes les filles, c'était une école de filles, euh, évidemment, voulaient avoir parlé avec l'écrivain Le Gabriel. Quand je poète. passais devant leur école, là, il fallait que je me cache. Là, puis, à cet âge-là, on était un peu gênés. En tout cas, donc ça, c'était mon premier vrai, euh, ma première entrevue, au fait, à vie aussi. Heureusement, j'ai dit toujours ça, j'aurais dû garder la copie du petit journal d'école. C'était comme un petit feuillet de quelques pages seulement, là, mais quand même, ça aurait fait bon dans les annales. Hein. Oui. Donc, on dira que ben, tu écris depuis longtemps, sinon depuis toujours. Oui. Et puis voilà. OK. Notre rencontre de ce soir porte sur ton dernier livre, hein, Les Voies du chemin. Donc, un livre sur le développement personnel, hein, qui est basé sur une expérience avant tout personnelle. Donc, un voyage à Compostelle et 2 livres, hein. Et dans l'avant-propos du tout dernier livre, donc celui publié à Acheteur d'accueil, tu dis ceci. Ceux qui sont proches de moi vous diront que je suis très particulier et pudique quant à ma vie privée. Je ne me dévoile pas souvent. Pourquoi donc avoir choisi, cette fois-ci, de te livrer au lieu de partir d'une fiction pour raconter ton expérience? Et je vois que c'est un livre aussi qui se prêtait bien à cela. Beaucoup plus que si c'était une œuvre de fiction. Ouais, j'aurais pu me cacher en arrière d'un personnage puis de dire ces choses-là. Je crois que tout le mérite revient à Suzanne parce que c'est elle qui a eu l'idée à partir du premier récit de dire mais c'est bien beau de parler de ton cheminement pendant le voyage à Compostelle, mais qui était le Gabriel d'avant le chemin, qu'est-ce qui m'avait emmené sur ce chemin-là et surtout, qu'est-ce qui est arrivé après. Parce que ça faisait quand même une dizaine d'années depuis que j'avais fait le voyage et j'étais sur le point de repartir à Compostelle et 2 semaines avant le départ de ça, il y a 3 ans maintenant aujourd'hui, j'ai fait un AVC.
et qui a vraiment changé beaucoup ma perspective des choses. Puis, aussi étrange que ça puisse être, Pénélope, c'est que ce qui m'avait emmené à Compostelle la première fois, c'était la maladie. Et ce qui m'a empêché de retourner à Compostelle la deuxième fois, c'est encore la maladie. Donc, il y a comme, si on met ça bout à bout, donc c'est deux grosses épreuves en une quinzaine d'années, je dirais, d'intervalle, mais qui marquent beaucoup quelqu'un, hein, et qui fait changer un petit peu la façon de voir les choses. Euh, euh, ce que j'ai trouvé le plus difficile quand on parle de choses personnelles, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je dis dans le livre que je n'ai jamais dit à personne. Euh, bon, mon épouse en savait une petite partie, mais il y a des choses sur des pensées profondes qu'on garde pour nous et où je levais très peu souvent ce voile-là. Ça m'a emmené à des endroits où je ne savais pas que je nécessairement voulais aller. Même quand je les ai écrits et que je les avais envoyés à Suzanne au début, que je veux dire ça. Elle dit, oh oui, 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 tu devrais. Donc, à force de persistance, puis ça m'a amené beaucoup d'émotions, je dois dire aussi, à écrire ça. Autant quand je l'ai écrit que quand je l'ai même relu. J'ai pleuré par bout. Puis ça m'a permis, tu connais ça comme philosophe, toute la question du catharsis. Pour moi, ça a été un peu mon chemin ou mon cheminement dans ce sens-là qui m'a amené tout doucement à voir clair dans beaucoup de choses, au fait. Et je crois que je l'ai déjà mentionné dans une entrevue, c'est que j'ai découvert chemin faisant avec les voies du chemin, le chemin du pardon. Parce qu'on dirait qu'il y avait beaucoup de choses que je ne m'étais pas pardonné, puis il y avait beaucoup de choses dont je n'avais pas pardonné non plus aux autres. Donc ça m'a permis un petit peu de boucler cette boucle là, à ce moment-ci de ma vie. Merci beaucoup, Gabriel. J'aime beaucoup l'idée Il y a deux choses, hein. Donc, la première des choses pour moi, c'est un peu cette circularité, en fait. Je vais dire intercircularité dans le pardon, en fait. C'est très important de savoir qu'on a besoin de se pardonner et de savoir qu'on a besoin de pardonner et parfois d'être pardonné. C'est pour ça que je parle d'intercircularité, parce que je pense que c'est l'une des richesses, je vais dire, de ton livre et de ce que tu dis. Parce que c'est le plus dur, c'est parfois de se pardonner. C'est-à-dire, on est parfois si dur envers soi-même que finalement, on a du mal à se pardonner. Merci beaucoup pour cette expérience. Et la deuxième chose, je ne parviens jamais à m'ôter de mon esprit que les voies du chemin, c'est une voie avec X. C'est-à-dire que dans ma tête, c'est toujours voie avec ES. Ouais. Déjà parce que je suis une passionnée des voies, chemin, et puis parce que au-delà des voix qu'on entend, il y a plusieurs voix qui se rencontrent, comme tu le décris si bien dans ton livre. Les gens que tu rencontres, là où tu t'arrêtes, les affaires que tu décides d'abandonner, les affaires que tu décides de reprendre, qui ont été laissées par d'autres pèlerins, et le chemin que tu prends même pour aller te recueillir dans une église des moines. Pour moi, c'est des petits chemins, des voies, ES, mais aussi des voies que tu entends. Alors, pourquoi ce titre, Les voies du chemin? Et au fait, il aurait pu facilement s'appeler Les voies et les voies du chemin parce que, un peu comme tu décris si bien, le chemin de Compostelle, c'est pas seulement un chemin unique. Ce sont plusieurs chemins qui se rencontrent à un point donné pour se diriger vers Santiago. Le chemin de Saint-Jacques, il y en a un en Espagne, il y en a en France, il y en a le chemin portugais.
et qui mènent là. Et même à l'intérieur, finalement, des chemins, comme le chemin français, par exemple, il y a plusieurs voies qu'on peut prendre, évidemment. Donc, il y a toutes ces voies-là qu'on peut parler. Mais ce que j'avais retenu, moi, beaucoup de mon premier voyage à Compostelle, c'était ces voies intérieures et dont le voie avec un X. Parce que c'est ces voies-là qui me parlaient. Parce que je suis parti faire Compostelle, a priori, je n'avais pas de questionnement vraiment. J'avais des choses que je savais qu'il fallait que je change, mais je ne savais pas exactement quoi ni comment j'allais le faire. Mais au fur et à mesure que le chemin se faisait, ces voies-là s'imposaient dans ma tête. Les réponses arrivaient à des questions que je ne m'étais pas posées. Et d'autres questions sont venues m'interpeller, me dire, regarde, il faut que tu dois faire face à ces choses-là. Donc, c'est pour ça que je dis ces voix-là, et ces voix-là ne pouvaient s'entendre que dans le recueillement et dans le silence du chemin. Si j'étais resté dans ma vie canadienne, surtout dans ce temps-là, vous avez remarqué ça probablement dans le livre, j'ai eu une carrière assez en ébullition, j'étais en constant, en mouvement perpétuel, et c'est comme si la vie allait tellement vite que j'avais jamais le temps de m'arrêter, même dans ma tête, là, de penser. Des fois, tu te dis, c'est impensable, tu ne peux pas continuer à fonctionner de cette façon-là. Donc, ces voies-là, j'espère que les gens vont apprendre justement à faire ce genre de pause-là, pas nécessairement d'aller à Compostelle pour faire ces pauses-là, parce qu'on peut le faire sans partir aussi loin, pour pouvoir permettre à ces voix-là qui sont en nous et qui nous interpellent, les laisser s'exprimer. Merci, Gabriel. Et tu m'arrêtes, parce que moi, j'ai tendance à donner des réponses assez longues parce qu'il y a 56 000 par chose qui m'arrivent en même temps que je parle. Donc... C'est ce qui fait la beauté de mes rencontres littéraires, parce que je donne la liberté à l'auteur de s'exprimer. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'expérience de Compostelle t'a aidé à surmonter les confinements qu'on a connus? Il me semble aussi dans ton livre, hein, et même dans la pratique du confinement, on retrouve quand même une question du lâcher-prise aussi, indirectement. Oui, voilà. Indirectement ou directement, il y a le lâcher-prise. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? Pour répondre à la première partie, le Compostelle ne m'a pas aidé lors du confinement, parce que comme écrivain, c'est un métier solitaire. On travaille de plus en plus. Moi, je suis assis en avant de mon ordinateur 7-8 heures par jour. Donc, j'étais habitué à ça. Et le confinement ne m'a pas du tout dérangé. Ce qui m'a le plus dérangé, c'était plus les contacts, de rencontrer des gens et de pouvoir leur parler de vive voix plutôt que par Zoom ou autre médium interposé. Et entre autres, les salons du livre. Ça, en tant qu'auteur, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup, d'aller à la rencontre des lecteurs et de pouvoir parler avec les gens et d'être présent. Donc ça, c'est ce qui m'a manqué le plus, je crois. Aussi, bon, pendant au-dessus d'une année, on n'a pas pu avoir des amis. Donc, ça, c'était difficile. On a commencé vers la fin, je dirais, de l'année dernière, et, des rencontres virtuelles, des apéros virtuels avec des amis. Parce que là, sinon, je les ai toujours pas vus, hein, depuis l'année dernière, depuis le mois de mars, peut-être même avant ça, parce que quand la pandémie a été déclenchée, j'étais justement à un salon du livre à Bruxelles,
puis Paris. J'étais dans un des derniers avions qui ont quitté l'Europe, enfin la France en tout cas, pour rentrer au Canada. J'avais peur jusqu'à la dernière minute de ne pas pouvoir partir. Et en tout cas, quand j'étais assis dans l'avion, puis finalement on a décollé, là, j'étais vraiment un gros soupir de soulagement. Donc depuis ce temps-là, donc j'ai pas vu pratiquement personne que récemment en réalité. Ouais. OK. Mais Merci. Oui, oui, vas-y. Non, ouais, non, tu vas-y. avais mentionné l'autre partie là, qui était le lâcher prise. Oui. Mais c'est sûr que le confinement nous a permis aussi de faire ça, ce petit travail de lâcher prise, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on n'avait plus de contrôle dessus. Donc, veut pas, même si on pourrait rager autant qu'on voulait, mais il fallait laisser aller ces choses-là sur lesquelles on n'a pas de action là, directe. Donc, oui, c'était déjà un début de ce lâcher-prise en question. Merci beaucoup, Gabriel. Moi, j'ai un peu parlé du lâcher-prise parce que pour moi, euh, quand j'ai lu ton livre, c'est la première des choses que j'ai vues, en fait. Parce que je l'ai lu, je pense que je l'ai lu au moins 3 fois maintenant. Donc, pour moi, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelqu'un qui se dit, bon, il faut vraiment que je lâche prise. Je vois, par exemple, quand tu t'efforces malgré ta douleur, malgré ta maladie, à dire, je prends le volant, je vais à l'hôpital, à lutter, malgré ta douleur, à dire, non, non, ma chérie, ça va aller, je vais aller à l'hôpital, je vais prendre le volant. Et puis, ça, c'est un peu ce que j'ai vu dans ma première lecture. Et puis plus tard, donc plus récemment, je lis ton enfance. Je pense que ce qui m'a le plus marqué dans toute cette histoire, c'est ton enfance, ton histoire. Et je ne sais pas si j'en ai parlé à Suzanne, mais il y a ce moment où tu es, je pense, avec ta grand-mère et ta maman, elle est aux États-Unis et toi, elle envoie de l'argent, toi, tu vas chercher, tu, 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 tu gères en fait. Donc, tu es gestionnaire dès le bas âge, tu es manager, tu commences à lâcher prise en fait à partir de là, de manière, je vais dire, assez inconsciente. Donc, c'est un peu cette partie qui m'a fait dire, mais ce livre finalement porte sur le lâcher prise. Alors, est-ce qu'au moment de la rédaction de ton livre, tu t'es focalisé sur cette idée de lâcher prise ou bien c'est une expérience qui est allée de soi? Et je dirais plus c'est une expérience qui s'est imposée, si tu veux, par elle-même. Parce que quand on est sur le chemin de Compostelle, on se rend compte facilement qu'on peut vivre avec pas grand-chose. Donc déjà, le dépouillement physique, matériel, s'impose. Parce qu'on ne peut pas amener toute notre vie dans notre sac à dos. Et on se rend compte que très, très facilement, notre dos aussi demande grâce parce qu'on apporte trop de choses. Donc, la première constatation a été de dire, bien, il faut que tu apprends à voyager léger. Et voyager léger en sens que il y a beaucoup de bagages matériels qu'on apporte, mais aussi il y a le bagage mental aussi qu'on apporte. Donc très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait apprendre à laisser de côté justement autant le mental que le physique. Et même dans notre vie. Alors quand je suis revenu de Compostelle, je me suis rendu compte que waouh, on a plein de choses qui nous entourent, puis est-ce que j'ai besoin de ces choses-là? Encore aujourd'hui, je le sais, je le vis, je le vois, puis donc il faut faire un effort constant pour dire, bon, faut lâcher, laisser les choses partir, parce qu'en réalité, c'est ce que c'est, ce sont des choses.
ce que moi j'appelle les bébelles. Là, pour, pour moi, je trouve que les objets n'ont pas beaucoup d'importance. Même si je m'y attache à certains objets, m'en débarrasser ne me fait pas de peine. Contrairement à d'autres personnes qui se disent « Ah non, je ne veux pas me départir de ce bibelot-là parce que c'est ma grand-mère qui me l'a donné ou c'est un cadeau d'un tel, je l'ai ramené de voyage. » Au bout du compte, j'arrive à pouvoir faire ce détachement-là où je dis, pour moi, ça fait partie du lâcher-prise. Les choses n'ont pas d'importance. J'aime autant m'attacher aux êtres plutôt que de m'attacher aux choses. Je pourrais vivre dans une maison complètement vide et je ne serais pas moindrement malheureux. Merci beaucoup, Gabriel. Laisser partir les choses. C'est une très belle expression qui parle, qui est très éloquente aussi. Parce que c'est vrai que souvent, on se dit, mais pourquoi on a tout ça? Et parfois, on n'arrive pas à répondre, parfois, on n'arrive pas à se débarrasser. Et je pense que c'est un bel exemple de lâcher prise. Alors, avant, durant, pendant et après Compostelle, quelle est ta vision aujourd'hui du lâcher prise et comment, hein, à l'heure actuelle, tout le monde parle de développement personnel, de lâcher prise, de confiance en soi, de gestion des émotions. Comment ne pas se laisser envahir par les concepts et toutes ces notions pour vivre concrètement ce lâcher-prise? C'est une excellente question, une excellente observation aussi. Je crois ce qu'il faut tout d'abord faire, tout un chacun, c'est de faire une analyse des choses qu'on voudrait laisser aller. Et quand ici je parle de choses, je parle d'un côté les choses physiques, matérielles, de dire, OK, est-ce que je peux vivre sans ça? Et le faire tout simplement. Le mental aussi, il faut faire ça, mais des fois c'est un petit peu difficile. Mais, parce que quand je parle de lâcher prise, je parle autant le laisser les relations, par exemple, dans lesquelles, soit parce que la relation est abusive, soit parce que la relation ne nous fait pas grandir, soit parce que quand je parle ici de relations, je parle autant de relations amicales que de relations amoureuses. Mon épouse ne va pas aimer ça quand je dis ça parce que des fois, elle pense que je suis sans cœur. Parce que c'est pas ça que je dis, il faut que tu sois capable de faire face à la musique, si tu veux ainsi dire, et d'accepter que les choses changent. Quand j'embarque dans une relation, j'embarque dans la relation presque pour toujours. Mais donc, a priori, c'est ce que je me dis. Mais si à un moment donné, la relation ne fonctionne plus, donc il faut que j'apprenne à pouvoir le laisser aller. C'est comme je dis, c'est un travail de tous les jours, c'est pas quelque chose qui est facile à faire parce que, bien, on a des habitudes qui rentrent en ligne de compte, mais on ne devrait pas laisser les habitudes dicter notre vie. Donc ça, c'est un peu la réflexion qu'il faut se faire à tous les jours, mais aussi faire un effort conscient de construire cette relation-là. Même si on disait, OK, c'est facile de laisser aller, de dire, OK, ben regarde, je ne fais plus d'efforts et on arrête là. Mais aussi, pour revenir à cette notion de lâcher prise, c'est aussi apprendre quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent, à peser sur le bouton pause. C'est de dire, OK, il faut que j'arrête. Puis arrêter de façon consciente de dire, il y a trop de choses qui se passent. Aujourd'hui, je ferme le téléphone. Aujourd'hui, je ne vais pas sur l'ordinateur. Je ne réponds pas de courriel. Et il faut que je laisse aller ces choses-là. Et je disais toujours tout à l'heure, ça prend un effort constant. C'est dans le quotidien qu'il faut apprendre à laisser aller les choses. Et comment je vais y arriver. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et comment on peut arriver à lâcher prise? Mais il faut commencer par
lâcher les petites choses qui sont sans importance. Alors, j'ai dit, c'est parce que c'est un apprentissage. Si je dis, OK, je donne un exemple. On avait un paquet de vaisselle, je parle dans ma vie courante, là. Oui. Et on voulait les donner, mais c'est une vaisselle qui m'avait été donnée par ma mère. Et moi, j'ai dit, OK, bon, là, on en a plein de vaisselle, puis on n'en a pas vraiment besoin. Mais mon beau-frère, lui, il vient de se séparer, puis il a pris un nouvel appartement. Je dis, mais pourquoi qu'on ne lui donnerait pas ça? Oui. C'est des choses, OK? Oui. Et mon épouse me dit, mais oui, mais c'est quelque chose qui a une valeur sentimentale pour toi, mais le fait que je le donne à son frère, mais il reste quand même quelque part que je vais probablement le voir quand j'irai le visiter. Mais en même temps, c'est un pas vers le lâcher-prise de choses auxquelles on s'attache en réalité pour rien. Puis là, tu vois, on l'a mis dans la boîte, puis et depuis qu'il est dans les boîtes pour l'amener à lui, mais ils ne sont plus là. Pour moi, c'est fini, c'est parti, là, tu comprends? Oui. Donc ça, c'est une des choses que les gens devraient commencer à faire. Tu fais le tour autour de toi. Qu'est-ce que je pourrais donner que je n'ai pas? Je vide mon garde-robe à tous les X nombre de mois parce qu'il y a des trucs que je ne porte pas, puis que ça ne sert à rien de les avoir dans le garde-robe. Donc, c'est de les enlever, puis ça m'allège. En même temps, je suis bien heureux. Par contre, ce n'est pas une bonne chose parce que ça donne plus de place à mon épouse pour mettre ses affaires dans les miens. Dans les miens. Merci beaucoup. Il y a cette idée de petites choses. On va en parler. Je vais lire un extrait et puis on parlera des petites choses. Alors, j'ai choisi un extrait vraiment au hasard et je vais le lire et puis tu nous diras un peu ce que tu en penses. J'ai toujours pensé à ma vie comme celle d'un oignon. Il faut enlever les pelures, une couche à la fois, pour arriver à découvrir qui nous sommes, vraiment au fond de nous-mêmes. Cela prend du temps et de la patience, ce que nous n'avons pas toujours. Chaque pelure qu'on enlève, on cache une autre. Certaines sont plus épaisses, d'autres plutôt minces. Or, chacune de ces pelures fait partie de nous, de ce que nous sommes. J'avais oublié cette partie. Mais tu ne peux pas te souvenir. Attends, c'est sûr que tu as tout oublié. C'est sûr que tu as tout oublié. Non, j'aime beaucoup l'analogie de l'oignon. Parce que c'est vrai, en tant qu'être humain, on est comme ça. C'est un petit peu... j'adore la psychologie pour ça parce que les psychologues nous forcent souvent à enlever pour essayer de voir un petit peu plus clair en nous-mêmes. Mais comme individu aussi, des fois, il faudrait être capable de le faire sans nécessairement de l'aide extérieure. Mais c'est épeurant de faire ça. Oui. C'est épeurant parce que à chaque fois que tu enlèves une pelure, c'est que tu te dévoiles et tu t'exposes. Tu t'exposes à qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que les autres vont dire en découvrant ce nouveau personnage. Je te donne un exemple tout à fait banal. Au début de la pandémie, il n'y avait pas les salons de coiffure étaient tous fermés. Mm-hmm. Et si tu regardes mes photos d'il y a 2 ans ou avant, j'avais toujours les cheveux très courts, en tout cas pas tellement. Là, maintenant, tu vois, j'ai une grosse une queue de cheval. Ouais. Et ça a pris une proportion telle que pendant un certain nombre de temps, tout le monde parlait que de ma chevelure. Et puis moi, j'ai décidé que, bon, mais voilà, je veux dire, même quand ils ont réouvert les salons de coiffure, que je n'allais pas me faire couper les cheveux.
j'ai eu une discussion tout à l'heure avec Sylvie, ma conjointe, qui me dit « Combien de temps tu vas garder encore tes cheveux longs? » Ben, je dis tant et aussi longtemps que ça me tente. Je veux dire, je n'ai pas d'objectif de longueur, je n'ai pas d'objectif c'est juste que là, pour l'instant, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, tout ça pour reparler de la pelure, c'est que les gens, ils voient quelque chose et ils gardent une image dans la tête que tu devrais peut-être être à leurs yeux. Puis moi, je dis ça, c'est mon moi, c'est la même personne. Pas parce que j'ai les cheveux plus longs que je suis plus la même personne. À l'intérieur, ça n'a pas tellement changé. Et j'ai même été obligé à un moment donné de faire une sortie dans ma page Facebook pour dire aux gens, arrêtez donc de parler de mes cheveux. Je veux dire, en quoi ça vous dérange que j'ai les cheveux longs ou que j'ai les cheveux courts? Je veux dire, regardez la personne et oubliez ça. Donc, je veux dire, souvent, on s'expose au regard des autres quand on enlève justement cette pelure et de décider, regarde, je veux garder mes cheveux longs et si ça vous dérange, ben regardez ailleurs. Et c'est un petit peu comme ça. Quand on parle tout à l'heure de... Ça fait partie aussi de cette partie de lâcher prise, de dire, hey, il y a des choses beaucoup plus importantes que ça dans la vie. C'est tellement intéressant, les thématiques que tu soulèves, le regard de l'autre, les petites choses. Je sais pas, bon, mais je vais commencer par les petites choses. Euh, et, et, il y a ce qu'on appelle spiritualité des petites choses qui est très fondamentale dans la vie de certaines personnes. Il y a Saint-Augustin qui disait « Faire une petite chose est une petite chose, mais la fidélité aux petites choses est une grande chose. » Donc, la somme des petites choses devient une grande chose. Et c'est aussi la force des petites choses. Alors, j'aimerais savoir, quand tu parles des petites choses, quel contenu tu mets dans cette expression? Pour toi, c'est quoi les petites choses? Et il y a deux façons de le voir. Il y a les petites choses que je disais tout à l'heure, qui sont des choses matérielles. Oui. Donc, physiques, palpables, qu'on vit avec à tous les jours. Et si je me départis de ces petites choses, qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Quel risque je prends en les laissant aller, ces petites choses, d'un côté. L'autre, c'est les petites choses mentales qui nous accrochent. J'ai appris très jeune à ne pas me faire des problèmes avec les mots. Au début, par protection, et après ça, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand quelqu'un me traitait de nom, par exemple, ça les faisait plus mal que je ne réponde pas à leurs insultes parce que je lui dis, c'est seulement qu'un mot. Et le mot, pour moi, c'est une petite chose. Parce que quand je dissèque le mot, c'est une série de voyelles, de consonnes, etc., qui en soi, si je le réduis à leur plus simple expression, ne veulent absolument rien dire. Et je me dis, s'il y a ça dans leur tête, de dire, OK, quelqu'un me dit, OK, je sais pas moi, t'es un petit. Eh oui, je suis petit, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne suis pas né grand. Alors, et pourquoi ça ne te fatigue pas que quelqu'un dise t'es petit? Mais c'est une réalité, je suis petit. Tu comprends ça? Pour moi, ce sont ça, ces petites choses qui ne me dérangent pas. Ou quand j'étais jeune en Haïti, je me suis fait appeler Petit Blanc. Ben, qu'est-ce que je te dis? Je ne suis pas vraiment noir, mais je suis arrivé à Montréal. Là, tout d'un coup, j'étais rendu un noir. Et c'est la même personne. Mais est-ce que je laisse ces petits mots, si tu veux, me définir seulement? Et des fois, ça rend mes amis fous de rage parce que je dis toujours,
un mot n'est qu'un mot, ça dépend de la connotation que tu veux donner à ce mot-là. Et ça dépend aussi comment est-ce que tu veux que le mot t'affecte. Parce que le mot peut ne jamais t'affecter si tu ne le laisses pas faire. Donc, quand on parle de petites choses, pour moi, ça fait partie de cette accumulation de foule de petites choses qu'il faut laisser aller, laisser les flotter, ces petites choses. Il y a quelques mois ici, ou l'année dernière plutôt, il y avait toute une controverse au niveau du mot nègre. Oui. Okay? On ne voulait pas utiliser. Puis quelqu'un m'a demandé, et toi, Gabriel, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, pour moi, c'est de la foutaise, ça. Je veux dire, c'est pas ça la vraie question. Te débattre d'un mot, le mot en soi, ça ne veut rien dire, ça dépend dans quel contexte qu'on l'utilise. Ça dépend aussi pourquoi qu'on l'utilise. Si on l'utilise pour dénigrer des gens, pour les rabaisser, ça c'est une chose. Mais de le dire parce que quelqu'un l'a écrit dans un livre, on n'a plus le droit d'utiliser ce mot-là ou d'en parler. En réalité, ce n'est qu'un mot. Parce que le mot en soi n'a pas de portée que si on accepte la portée que ça donne. Donc, il y a toute cette... moi, je dirais qu'il n'y aurait jamais peut-être de guerre ou de bataille si les gens arrêtaient de s'accrocher à chaque mot que les gens disent. Je pense que... je me souviens plus de son livre que j'avais lu de Ferdinand Saussure, qui en parle beaucoup de la puissance et l'impuissance des mots. En tout cas, on fera ce discours-là une autre fois. Merci beaucoup, Gabriel. C'est très intéressant parce que moi, j'avais une autre vision des petites choses, mais la vision que tu viens de dire est, moi, je trouve très, très, très claire, très, très claire et puis importante pour le quotidien parce que parfois, on s'arrête finalement sur les petites choses et on se fait mal autour de petites choses qui peut-être ne valent même pas la peine, en fait. Et je trouve ça très intéressant. Donc, je vais rebondir un peu. Notre rencontre touche à sa fin déjà, mais je vais rebondir sur le regard de l'autre. Le regard de l'autre. C'est quelque chose de très, très important, de culture. Je ne sais pas pour les autres, mais nous, on vient d'une culture, moi, par exemple, une culture, je vais dire très, pour ne pas dire communautariste, mais très collectiviste, communautaire, où finalement, le regard de le nous pèse sur le jeu, en fait. Donc, c'est l'autre, c'est le tu, le nous, le regard de la communauté qui détermine parfois nos choix, qui détermine un peu tout ce qu'on fait. Et du coup, ça devient comme un poids pour avancer, un poids pour le développement personnel. Et je trouve très, très intéressant que tu aies soulevé cela parce que je pense peut-être que c'est l'une des choses qui fait qu'on n'avance pas beaucoup dans la vie parce que l'autre, comme, te comprime en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quels sont les petits, je veux dire, les petits outils, les petites tactiques, les petites stratégies que tu peux conseiller, que tu peux proposer, pardon, pour que on ne soit pas esclave du regard de l'autre? C'est au départ, je crois qu'il faut se construire une carapace. C'est la première chose. De dire que oui, je suis d'accord qu'il faut que je vive en société, donc il faut que je partage avec l'autre. Par contre, je ne peux pas laisser l'autre me définir. Il faut que je puisse faire mon propre chemin. Même quand on écrit, faut souvent se dire ça. Si j'écris en fonction de ce que les gens vont penser, je n'écrirai jamais rien parce que j'ai trop peur de ce que les gens peuvent dire. Ils vont peut-être pas aimer, ils vont peut-être pas comprendre pourquoi je dis ci, pourquoi je dis pas ça, par exemple. Je trouve que
la société en général, ou les gens qui essaient de porter un regard critique sur les auteurs, souvent ne sont même pas capables d'écrire ce que l'auteur a écrit. Mais par contre, ils sont proches à dire, mais je pense que tu n'aurais pas dû dire ça de cette façon-là, tu aurais dû le dire de cette façon. Je l'ai dit de cette façon-là parce que c'est comme ça que je le pensais quand je l'ai écrit. La pensée évolue, ça change, peu importe. Mais si toi, tu as une autre opinion, mais écris-la ton opinion, puis laisse-moi faire, tu comprends? L'autre aspect du communautarisme, c'est que je ne peux pas vivre la vie des autres. C'est ça qu'il faut que se dire souvent, je ne peux pas vivre la vie des autres. Donc, si moi, je veux vivre ma vie comme je l'entends, il faut que j'accepte que je vais déplaire à certaines personnes. Des fois, c'est la famille, c'est nos parents. Parce que, bon, souvent, nos parents ont des idées, mais tu devrais faire tel choix de carrière, puis toi, tu décides de faire un autre choix de carrière. Et si je faisais juste pour faire plaisir à ma mère, ben, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait au cours des années parce qu'elle avait des idées bien précises de qu'est-ce qu'on devrait accomplir, tu vois. Et c'est, moi je crois encore là, ça fait partie du fameux lâcher prise. Hein. C'est qu'il faut lâcher prise de qu'est-ce que l'emprise que les autres peuvent avoir sur nous. Puis de dire, bien, garde, je vais faire mon chemin. Et ce chemin, pas nécessairement le chemin tout tracé, qui va me mener quelque part. Où ce que les autres auraient aimé que j'aille. Peut-être même pas que moi, j'aurais nécessairement voulu aller, mais ça me mène quelque part. Mais c'est mon choix. Et je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, je fais une grosse digression. Oui. Oui. C'est une question de choix, une question de liberté, comme on en parlait tout à l'heure, avant que les autres n'arrivent aussi. Culturellement, c'est très compliqué, déjà parce que tu peux pas faire ce que tes parents te disent de ne pas faire, mais on y arrive. Il suffit de leur dire que je veux pas. Je pense que c'est une question de liberté, d'éducation à la liberté aussi, on va dire. Donc voilà. Nous sommes à la fin de notre rencontre littéraire. Alors, je voudrais te remercier, Gabriel. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc, le Sanctuaire de la culture, pour tous ceux qui me suivent, c'est un blog littéraire qui existe depuis 11 ans. Nous faisons un peu de la critique littéraire, de la rencontre d'auteurs aussi, en présentiel comme à distance. Et puis, merci aux éditions Terre d'Accueil qui a permis cela. Et déjà, félicitations pour ton recueil, pour ton CD. Alors, je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire. Je vais te redonner la parole. Si tu as un dernier mot à dire, quelque chose d'autre à dire. Donc, c'est dangereux ça. Non, vas-y, sens-toi libre. Parce que j'ai toujours un dernier mot. Et justement. Je suis jamais tout à fait accordé. Une chose qui m'est venue à l'idée tout à l'heure, c'est une expression anglaise et que j'ai adoptée beaucoup au cours des années. C'est beaucoup mieux de demander pardon que de demander la permission. It's easier to beg for forgiveness than ask for permission. Donc, moi, j'ai toujours pas voulu demander la permission de faire des choses. Je prends pour acquis que j'ai des choses à faire, je le fais. Comme je dis tout à l'heure, c'est pas toujours le choix des gens, mais c'est mon choix, puis je vais de l'avant. Ce que je voulais aussi, c'est de remercier de cette belle discussion. Je pensais au départ, tu vois, on a passé 1 heure, puis on s'en est même pas rendu compte. Non, pas du tout. Moi, j'ai jamais regardé le temps avant que tu le mentionnes. Donc, c'est toujours intéressant. Merci à Suzanne. Merci. Un grand plaisir de te rencontrer justement à travers cette discussion. J'aime beaucoup le nom d'ailleurs, Sanctuaire, parce que Sanctuaire, pour moi, c'est toujours un endroit où les gens peuvent trouver refuge et ça permet aux gens de trouver refuge dans les mots, dans la pensée,
de soi. Donc, j'espère que ça va continuer de grandir, ce sanctuaire. Merci beaucoup, Gabriel. Merci, Suzanne. Donc, je vais présenter l'ouvrage pour les personnes qui ne l'ont pas. Donc, il s'agit de l'ouvrage de Gabriel Osson, Les Voies du chemin, Voix avec X, publié en 2021 aux éditions Terre d'accueil. Il coûte vraiment pas très cher, hein? Donc, c'est un livre qu'on peut offrir, qu'on peut s'offrir, qu'on peut offrir à Noël, qu'on peut offrir à toutes les occasions possibles. Et vous pouvez le trouver sur le site des libraires.ca, mais aussi le faire commander par votre libraire. Donc, merci à vous tous qui nous suivez. À partir de demain, on aura la vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez partager en illimité comme vous le souhaitez. Et merci à toutes les personnes qui nous suivent, qui nous suivront de près ou de loin. Et merci beaucoup, Gabriel, et à très bientôt. Au revoir. Et aujourd'hui, c'est la journée du livre franco-ontarien. Donc, acheter un livre franco-ontarien, donc ça tombe bien. C'est le 25 septembre. Donc, ben voilà. Et offrir les voies du chemin, justement. Mais voilà. Donc, c'est la journée du livre franco-ontarien. Offrez les voies du chemin. Et puis, n'hésitez pas à revenir sur le site des éditions Terre d'accueil pour découvrir toutes les nouveautés qui arrivent. Et merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye. Merci, au revoir. Merci, au revoir.